Bonsoir à tous et bienvenue dans le replay de ce live dédié à la lutte contre la prostitution des mineurs. Je m'appelle Thomas, je suis salarié au sein de l'association Caméléon, association qui lutte contre les violences sexuelles sur mineurs en France et aux Philippines. Et nous avons le plaisir ce soir de recevoir Arthur Melon de l'association ACPE, Agir contre la prostitution des mineurs. La prostitution des mineurs, c'est un fléau peut-être aussi tabou que les violences sexuelles et l'inceste. Et donc nous allons voir aujourd'hui, ce soir avec notre invité, comment nous pouvons prévenir et protéger les mineurs. Bonjour à tous, bienvenue à tous. Charlotte est là aussi, a fait une demande à participer en direct, mais vous n'êtes pas mon invité ce soir, Charlotte. Nous attendons Arthur Melon qui devrait nous rejoindre dans quelques instants. Hop, alors je vais... Voilà, ça devrait marcher. On a toujours un petit temps d'ajustement avant que le direct commence. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour, bonsoir. Bienvenue Bonsoir, Arthur. merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends très bien. Bon, la connexion à Internet est un petit peu difficile de mon côté, mais ça devrait aller. Eh bien, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à C'est venir moi qui vous parler remercie. de la prostitution des mineurs. Est-ce qu'on peut dire que c'est un sujet aussi tabou que les violences sexuelles et l'inceste? Est-ce qu'on traite nos deux associations, deux sujets des plus tabous de la société française? Je pense que oui, parce que bon, on parle de sexualité, mais en plus de ça, on rajoute deux autres sujets explosifs que sont les enfants et l'argent. Donc, quand on met ces trois sujets, qu'on les croise, ça fait vraiment une sorte de cocktail explosif. Donc, je pense qu'on peut difficilement faire plus tabou, effectivement. Si on devait décrire en quelques mots le phénomène de la prostitution des mineurs, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Que ça touche peut-être tout le monde et là où on s'y attend le moins? Oui, exactement. C'est vrai que quand il est question de prostitution des mineurs dans notre pays, bien souvent, on pense à ce qui se passe ailleurs, très loin. On pense que ça concerne des mineurs étrangers ou des mineurs qui sont sur notre territoire mais qui sont étrangers. Et il y a eu un très gros travail pour réussir à faire évoluer les mentalités sur cette question, pour faire évoluer les représentations. Donc aujourd'hui, il y a encore peu de personnes qui savent que la prostitution des mineurs en France, c'est d'abord un phénomène qui touche des mineurs de nationalité française. Des statistiques officielles le montrent, les statistiques de la police. Mais il y a encore énormément de travail à faire pour que les personnes soient au courant que ça peut concerner non seulement des mineurs de nationalité française, mais également des mineurs de toutes les catégories sociales. Et bien souvent, quand je raconte que je travaille pour la CPE, la première question que les personnes me posent, c'est la prostitution des mineurs, mais en France? Et je leur réponds oui, oui, en France. Ouais, mais c'est un peu comme quand même lorsqu'on dit qu'il y a des violences sexuelles intrafamiliales en France, ça paraît toujours être un sujet qui se passe ailleurs, mais qui se passe pas chez nous. Or, c'est une véritable réalité, et c'est important de pouvoir le voir et puis et le prévenir. Et c'est le sujet de ce live qui est à destination d'une cible privilégiée qui sont les parents qui peuvent être souvent peut-être démunis face à ces questions et que on va essayer en tout cas d'apporter quelques réponses ce soir. Agir contre la prostitution des mineurs, ACPE, vous avez été créé il y a une trentaine d'années, il me semble, et vous êtes aujourd'hui secrétaire général de l'association. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont vos différentes missions? Oui, donc effectivement, la CPE avait été originellement créée en 1986 pour alerter le grand public sur l'existence du tourisme sexuel impliquant des enfants, donc dans les tourismes et le voyage, à une époque où personne ne connaissait ce phénomène, ni en France ni ailleurs. Personne ne savait qu'il pouvait y avoir des enfants prostitués. Donc les fondateurs de l'association avaient pour but de sensibiliser le grand public, sensibiliser les institutions politiques, que ce soit le ministère des Affaires étrangères, du tourisme, mais également former les futurs professionnels du tourisme et sensibiliser les voyageurs. Donc c'était des campagnes de sensibilisation, des affiches, des encarts dans les guides touristiques.
Et puis la particularité de la CPE aussi, c'est que depuis longtemps, on a beaucoup œuvré sur le plan juridique. Donc la CPE a milité pour l'obtention des lois d'extraterritorialité qui permet de poursuivre devant les tribunaux français des citoyens qui auraient acheté des actes sexuels à l'étranger. Et aujourd'hui, on continue de manière approfondie ce travail de recherche juridique pour mieux comprendre la loi, mieux la vulgariser, puisqu'il y a énormément d'idées reçues sur la législation. On se constitue également partie civile dans beaucoup de procès pour proxénétisme sur mineurs, pédopornographie, pédocriminalité. Donc la CPE étend ses actions non seulement à la prostitution, mais de manière générale à l'ensemble des violences sexuelles qui sont commises à l'encontre des enfants. Et puis nous faisons aussi de la formation des professionnels, essentiellement des travailleurs sociaux, donc des éducateurs spécialisés, des assistantes sociales, des infirmières scolaires. Et puis depuis tout récemment, depuis cette année, on propose une consultation à destination des parents et des professionnels, qui s'appelle la permanence ado-sexo. Cette consultation, elle permet aux professionnels de parler de situations concrètes qu'ils rencontrent, d'avoir des conseils sur la manière d'envisager leur relation avec l'enfant qui est en situation de prostitution, et puis également des consultations directement à destination des adolescents. Donc on a gardé quand même très fortement cet aspect sensibilisation du grand public, mais par la force des choses, on fait de plus en plus des actions orientées vers le terrain. D'accord. Et alors, j'imagine que en 30 ans, alors vous l'avez dit, vous avez commencé par le tourisme sexuel et vous vous êtes peut-être diversifié, en tout cas au plus proche de la réalité du terrain en France. Quelle évolution est-ce que vous avez vue concernant ce sujet de la prostitution des mineurs, certainement amplifié avec un nouvel élan lié au numérique et aux nouvelles technologies? Oui, l'évolution, elle est inquiétante parce que ce qu'on constate sur le plan quantitatif, c'est qu'il y a très certainement une augmentation du nombre d'adolescents et d'adolescentes françaises et français qui sont en situation de prostitution en France. C'est difficile d'avoir une certitude sur l'évolution statistique puisque des statistiques, il n'y en a pas et ça fait longtemps qu'on en réclame. Il y a plusieurs études actuellement qui vont permettre à l'horizon 2021 d'avoir des premières estimations chiffrées. Et puis sur le plan qualitatif, on observe un rajeunissement des adolescents qui tombent dans la prostitution. Auparavant, les professionnels percevaient des actes de prostitution plutôt à partir de 16 ans. Et désormais, il n'est pas rare que dès 14 ans, dès les premières classes de collège, on ait des situations de prostitution qui ne soient pas forcément des situations liées à des gros réseaux de proxénétisme. Parfois, c'est des faits un peu ponctuels qui s'inscrivent pas forcément dans la durée. Mais on constate que les professionnels sont inquiétés de plus en plus tôt par des comportements sexuels à risque ou des comportements de prostitution. Donc c'est d'autant plus important de continuer à agir sur cette question. Alors, lorsqu'on parle de prostitution, on parle de quoi? Si vous deviez préciser un petit peu ce terme, enfin où on peut mettre beaucoup de choses derrière, j'imagine. Ouais. Il y a plusieurs manières de définir la prostitution selon où on se situe. On pourrait définir par exemple sur le plan juridique. La difficulté, c'est que sur le plan légal, il n'y a pas de définition officiellement adoptée dans la législation, donc ça va être une définition jurisprudentielle qui va beaucoup évoluer au fil des années. La définition actuellement qui fait référence dans le domaine juridique, elle date de 1996, donc elle est assez désuète. On aura l'occasion d'y revenir sur la question peut-être des réseaux sociaux, d'Internet. Donc il y aurait très certainement à mettre au goût du jour cette définition utilisée par les magistrats. Et puis il y a la définition commune partagée dans l'imaginaire collectif qui serait finalement un acte sexuel contre de l'argent. Mais tout le monde n'est pas forcément d'accord sur ce qu'il faut entendre par prostitution. Vous allez avoir des personnes qui vont dire qu'il faut faire une différence entre prostitution et travail du sexe, entre prostitution et traite des êtres humains. Des personnes qui vont vouloir considérer que la prostitution et la pornographie, c'est la même chose. Donc il n'y a pas vraiment de consensus sur qu'est-ce qu'on entend par ce terme qui est extrêmement chargé négativement, beaucoup de connotations. Et comme c'est pas clair pour les adultes, c'est pas clair non plus pour les ados. Donc les ados jamais vont dire qu'ils sont en situation de prostitution, ou très rarement. La plupart du temps, ils vont dire qu'ils sont escortes, qui font du michonnage, etc. Et le fait est que dans la réalité, la prostitution des ados, elle prend des formes assez variées. Vous avez des adolescents qui vont tomber dans des réseaux de proxénétisme stricto sensu où ils vont enchaîner des passes, parfois des dizaines par jour.
Vous allez avoir des adolescents qui vont être plus dans des conduites ponctuelles dans les établissements scolaires, où ils vont par Mm. exemple monnayer de temps en temps une fellation contre de l'argent. Ou également des associations LGBT qui s'inquiètent du fait que beaucoup de garçons victimes d'homophobie dans leur famille sont jetés dehors et pour trouver un moyen d'hébergement, un moyen de se vêtir, de se nourrir, vont se livrer ponctuellement à la prostitution. Et si on ajoute à ça également la prostitution des adolescents, des enfants de nationalité étrangère, pris dans des réseaux internationaux, ben on s'aperçoit que ça couvre une réalité assez vaste et on comprend que ça touche en fait toutes les catégories sociales, des enfants au parcours assez variés, qui ont quand même des points communs, mais dont les formes vont quand même être parfois un peu différentes. Ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, la prostitution, c'est pas toujours une question d'argent. Non, la prostitution, effectivement, n'est pas toujours une question d'argent. C'est pas facile à faire comprendre aux adolescents. Et puis c'est vrai que quand on pense prostitution, on pense argent, donc on pense pauvreté. Donc très souvent, on va Mm. penser que la prostitution, c'est un moyen de survie quand on n'a pas d'autre moyen de vivre. En fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que quand il s'agit d'adolescents de nationalité française, c'est très peu des questions de survie pour lesquelles ils vont se livrer à la prostitution. En général, ça va plus être des questions liées à des fragilités psychologiques, à des vulnérabilités, à des questions d'emprise, de chantage affectif, de carence. Donc la question monétaire, même si elle revient régulièrement sur le tapis, qu'elle revient dans le vocable des adolescents qui expliquent leurs pratiques, si on creuse un petit peu, on s'aperçoit que c'est un petit peu un prétexte et que c'est pas vraiment là l'objet véritablement de leur recherche. En plus, il y a beaucoup d'adolescents qui sont en situation de prostitution et qui ne touchent pas du tout d'argent parce que les proxénètes prennent tout. Et pourtant, elles restent dans la prostitution. Donc, on voit bien que c'est pas vraiment là le nœud du problème. Parce que, par exemple, derrière l'argent, derrière les affaires de luxe, bien souvent, ce qu'ils cherchent, c'est de la reconnaissance sociale, c'est une quête d'identité, c'est une insertion dans la société, c'est une ascension sociale. En fait, c'est essayer de trouver l'amour, essayer de trouver l'attention des autres. Donc, c'est beaucoup des ressorts psychologiques. Bien sûr, il peut y avoir aussi des situations où on va plus être sur des questions de survie, mais pour la majorité des adolescents, s'ils veulent avoir un toit, s'ils veulent avoir de la nourriture, ils ont leur famille, ils ont leur foyer de l'aide sociale à l'enfance. Encore heureux, on ne laisse pas les enfants mourir dans la rue en France aujourd'hui. Donc, euh, c'est effectivement important de comprendre que derrière cette omniprésence de l'argent dans les discours et les représentations liées à la prostitution, c'est pas vraiment le nœud du problème, c'est pas là où ça se joue dans leur tête. Mm. La prostitution, c'est un combat qui dure. Enfin, c'est un fait millénaire, on pourrait dire, qui là touche une problématique très spécifique. C'est la question des mineurs qui sont au cœur de votre action. Et selon vous, qu'est-ce qui peut-être dans la société fait qu'il y a une hausse importante, enfin, est-ce qu'il y a une hausse importante des problèmes liés à la prostitution? Est-ce que c'est parce qu'on met davantage la lumière dessus, comme on a pu voir avec les récents reportages à la télévision, euh, ou est-ce que c'est un phénomène de société, on peut dire? Hmm. C'est très difficile effectivement de savoir à quel point il y a une augmentation. Je pense qu'il y a un consensus pour dire qu'il y a une augmentation, mais la question c'est à quel point. Hmm. Parce que on pourrait très bien se dire que l'augmentation du nombre de situations repérées est liée tout simplement au fait que les personnes repèrent mieux, osent plus en parler et qu'il y a une libération de la parole à ce sujet. Donc il y a très certainement une part de ça. À la CPE, on pense qu'il y a quand même des facteurs aujourd'hui qui induisent une augmentation réelle du phénomène. Et on pense à plusieurs éléments. Le premier, c'est que on a un différent rapport à la sexualité quand on est adolescent aujourd'hui que quand on était adolescent il y a 30 ou 40 ans. Notamment, cette relation différente, elle est impactée par la pornographie. La pornographie, les enfants, ils sont exposés de plus en plus jeunes et il se peut qu'ils y soient exposés sans l'avoir voulu. Auparavant, si un enfant voulait regarder des cassettes ou des magazines, il fallait qu'il le veuille, et donc ça voulait dire qu'il avait déjà atteint une certaine maturité dans son développement, une curiosité, et que il était en quelque sorte préparé pour être exposé à ces images. Aujourd'hui, bon nombre d'adolescents sont confrontés sans le vouloir à des images, et des images qui peuvent en plus être beaucoup plus trash qu'auparavant, puisqu'on est sur un autre modèle économique où là, les contenus ne sont pas payants, on peut y accéder en un clic, et du coup, l'industrie pornographique
se finance sur la publicité, donc sur le trafic. Donc on va être sur des formats vidéo, des scénarios qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils étaient il y a plusieurs années. Donc ça crée vraiment une différence dans l'appréciation de la sexualité, et vous avez des adolescents qui vont considérer que, par exemple, une fellation, ce n'est pas un acte sexuel, et qui vont avoir un rapport à la sexualité qui ne va pas être basé sur le désir, qui ne va pas être basé sur l'envie, mais qui va être basé sur la performance et sur comment on fait, comment je me fais accepter et comment est-ce que je peux gagner une certaine respectabilité en matière sexuelle vis-à-vis du regard des autres. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est qu'on est dans un contexte culturel et médiatique qui, quand il s'agit de prostitution, est plutôt sur une valorisation. Il est bien rare maintenant qu'on entende prostitution dans les médias, dans les articles. On va plus entendre parler de travail du sexe, d'escorting. Et on va avoir une sorte de glamourisation de la prostitution, que ce soit dans les films, on l'a vu l'année dernière avec Une fille facile, que ce soit dans la littérature avec Emma Becker qui a sorti La Maison et qui explique en quoi est-ce que c'était formidable son expérience pendant 2 ans dans une maison close. Et on pense notamment à l'effet Zaya, cette jeune fille qui avait 16 ans à l'époque, qui a été prostituée auprès de footballeurs et qui aujourd'hui est une véritable célébrité. Donc c'est ce qu'on appelle la banalisation, la glamorisation de la prostitution. Et encore une fois, les adolescents, ils disent pas je suis prostituée, ils disent je suis escort girl, je fais du michonnage. Donc finalement, il y a un rapport qui n'est pas particulièrement différent par rapport à avant. La prostitution en France a toujours été très valorisée, très glamourisée dans les productions culturelles, hein. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a quand même une accélération de ce phénomène, avec évidemment dans la sphère de la publicité, une proximité toujours grande entre l'érotisme et le consumérisme, où on va mettre des filles à poil pour vendre une voiture ou un parfum ou des affaires de luxe. Et puis le dernier élément, c'est quand même la question numérique qui vient aussi beaucoup influencer la manière dont la prostitution est organisée. Aujourd'hui, l'écrasante majorité de l'activité prostitutionnelle se fait pas dans la rue, mais se fait au travers de sites d'annonces, au travers des réseaux sociaux. Et c'est particulièrement vrai pour les adolescents. Et les réseaux sociaux sont des moyens privilégiés pour recruter les victimes, sont des moyens privilégiés pour mettre en relation avec les clients, pour réserver les chambres d'hôtel, pour réserver les Uber, etc. Et c'est aussi un excellent moyen d'emprise. Quand auparavant une victime était chez elle ou dans son foyer, c'était fini le temps au moins quelques heures, le temps qu'elle y retourne éventuellement. Aujourd'hui, avec les téléphones, l'emprise elle est ininterrompue parce que même au cœur de leur chambre, dans le creux de leur paume, il y a ce contact permanent avec les proxénètes. Donc ça vient bouleverser aussi les formes de prostitution vis-à-vis de ça. Alors, il y a la prostitution et puis il y a la prostitution sur mineurs, qui est encore une problématique plus spécifique. C'est qu'au cœur de cette question des mineurs se pose la problématique du consentement, qui est au cœur du débat. C'est on peut débattre infiniment sur le consentement des majeurs dans la prostitution, mais être mineur implique une grosse question de consentement quand on cherche à traiter de ce sujet, j'imagine. Oui, c'est un de nos chevaux de bataille, en fait, aussi curieux que cela puisse paraître pour les personnes qui connaissent pas ce sujet. Un enfant en France peut être reconnu consentant à se livrer à la prostitution. Et il n'y a pas en France de seuil d'âge en dessous duquel on considérait qu'un enfant n'est pas en mesure d'avoir le discernement nécessaire pour se prostituer. Donc, dans leur esprit, c'est pas forcément facile de se reconnaître victime, d'être reconnu victime non plus auprès des institutions judiciaires ou de la police. Et on a beaucoup de parents qui disent je suis allé voir la police pour leur dire que ma fille était dans la prostitution, et puis les agents ont dit au vu des textos, elle a l'air d'y aller librement, elle a l'air d'être parfaitement consentante, on peut rien faire, elle a la prétendue majorité sexuelle qui, je me rappelle, n'existe pas. Donc il y a encore un énorme travail à faire en France, et on est en retard par rapport à d'autres pays de l'Europe, d'Amérique du Nord ou même du Maghreb, qui eux ont déjà prévu dans leur législation des âges en dessous desquels on ne peut pas interroger le consentement. En France, en 2020, on a encore à interroger le consentement d'une gamine de 13 ans qui est dans un réseau de proxénétisme. Donc votre association, elle milite pour que l'on instaure un âge de consentement. Donc ce serait quoi?
ce serait 15 ans, par exemple, comme ce que l'on peut proposer nous à Caméléon? Effectivement, on propose l'âge de 15 ans pour les relations sexuelles entre un mineur et un majeur, et l'âge de 18 ans pour un mineur qui aurait une relation sexuelle à caractère incestueux avec un majeur. Parce que aujourd'hui en France, quand on a par exemple un père qui a une relation sexuelle avec sa fille, c'est une relation incestueuse, mais c'est pas parce que c'est incestueux que ça va être directement qualifié d'agression sexuelle ou de viol. Il faut avoir tout un raisonnement juridique un petit peu alambiqué pour faire reconnaître que la personne est victime. Donc effectivement, on demande ces seuils d'âge de 15 ans et 18 ans pour les cas d'inceste. Alors, vous avez parlé de la pornographie, vous avez parlé de l'hypersexualisation de notre société et du rapport un peu troublé, on peut dire, à la sexualité et à l'amour et aux représentations surtout de la sexualité et de l'amour que peuvent avoir les plus jeunes. Est-ce que le plus grand cheval de bataille, c'est la prévention, c'est aller dans les écoles, c'est aller voir les jeunes et faire ce que l'on appelle, de manière un peu restrictive peut-être, mais de l'éducation sexuelle? Mhm. Curieusement, selon nous, c'est le moyen d'action le plus efficace, la prévention, et c'est là où on a le plus de difficultés à avancer, c'est là où on s'est cassé les dents. Donc, il y a 10 ans, quand la CPE avait fait ses premières actions sur la prostitution des enfants en France, logiquement, les responsables avaient décidé de faire des actions de prévention au milieu scolaire, et notamment des numéros spéciaux dans les journaux pour enfants, etc. Il se trouve que les parents d'élèves et les établissements scolaires, face à ces actions de prévention, ont présenté des portes closes. C'était votre outil, c'est très bien, hein, faites votre petit truc, mais chez nous, il n'y a pas de ça, allez voir dans l'établissement d'à côté. Et aujourd'hui encore, le milieu de l'éducation nationale, selon les témoignages de tous ceux que je rencontre, c'est l'environnement le plus compliqué pour faire bouger les choses et avancer. Alors, il y a plusieurs raisons à cela, hein. La première chose, c'est que, bon, déjà, ça fait pas longtemps qu'on en parle enfin de cette problématique, donc le temps que les choses se mettent en place, voilà. Et puis, il faut quand même former les professionnels parce que faire de la prévention, ça ne s'improvise pas. Il faut savoir s'adapter selon les âges des enfants. Il faut savoir répondre à des questions. Il faut savoir répondre aussi et réagir face à des potentielles situations de violence qui ont été révélées. Donc, on peut pas mettre n'importe qui devant une classe pour parler de sexualité. Et il manque aujourd'hui de personnel pour faire ça. Et il manque de moyens financiers, c'est-à-dire que aujourd'hui les écoles, elles doivent financer ça, elles doivent financer la semaine du goût, elles doivent financer la lutte contre la radicalisation. Et donc pourquoi la prostitution plutôt qu'autre chose? Et vaut mieux autre chose parce que les établissements ont peur de se mettre à dos les parents d'élèves notamment. On pense en 2018 quand Marlène Schiappa a dit qu'elle allait enfin faire appliquer la loi liée aux séances d'éducation à la sexualité. Il y a eu un tollé de la part de certaines associations de parents d'élèves qui voulaient absolument pas que on apprenne la moindre chose à leurs enfants. Pareil sous Najat Vallaud-Belkacem avec les ABCD de l'égalité. Donc aujourd'hui, il y a encore énormément de travail à faire en matière de prévention. On est très très loin du compte et on ne respecte pas la loi. Normalement, la loi prévoit 3 séances par classe d'éducation à la vie affective et sexuelle, ce qui fait au moins une trentaine de séances dans le parcours de scolarité d'un enfant. Et aujourd'hui, tous les élèves sont unanimes pour dire que leur première réelle intervention, c'est quoi? C'est en quatrième. Et encore, c'est pour Et encore, on en a une, quoi. C'est ça. Enfin, on en voilà. a une. Voilà. Ouais. Et c'est pour parler de quoi? C'est pour parler de la reproduction, contraception, de la reproduction. C'est pour parler de attention au sida, attention, faut pas être enceinte. On a beau apprendre à une ado comment on met un préservatif ou comment on met la pilule, ça va pas la protéger des violences sexuelles, hein. Donc c'est aussi sur le plan qualitatif, il y a énormément de travail à faire. Merci à tous ceux qui nous regardent en direct. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à Arthur Melon de la prévention, de tout ce qui est en lien avec donc le sujet. Si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas, en tout cas, à les poser. On est aussi là pour y répondre. Je crois qu'il y a quelque chose à dire peut-être aux parents qui nous écoutent, c'est qu'on parle bien d'éducation affective et sexuelle et que ce que l'on entend par là, c'est pas juste éducation sexuelle comme avec toutes les représentations que l'on pourrait avoir. C'est vraiment donc il me semble, en tout cas moi, de ce que j'ai compris, c'est d'abord et avant tout comment je me sens dans mon corps, comment je me sens dans ma tête, comment je me sens dans mon cœur et comment est-ce que je vis
la question du désir, de la sexualité et de l'amour par rapport aux représentations que je peux en avoir. Exactement, il y a beaucoup de malentendus sur ce qu'on entend par éducation à la vie affective et sexuelle. Surtout quand on dit qu'on veut que cette éducation elle se fasse dès la maternelle, là ça fait des tollés. Effectivement, en fait, la vie affective et sexuelle, elle est liée pour beaucoup à des compétences psychosociales, à des compétences relationnelles, relations vis-à-vis de soi-même et relations vis-à-vis des autres. Et les violences sexuelles, la plupart du temps, ont lieu non pas parce que il y a une méconnaissance du corps ou une méconnaissance du fonctionnement de la sexualité, mais parce qu'il y a véritablement des qualités, des repères qui ne sont pas intégrés par rapport à la manière dont on va traiter l'autre personne. Et la manière dont on va se traiter soi et traiter l'autre personne, mais ça s'apprend extrêmement tôt. Et dès la maternelle, on peut apprendre ce rapport à qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui ne me fait pas plaisir. Quand est-ce que je dis non quand je veux mettre mes barrières, à qui est-ce que je demande de l'aide, et comment est-ce que j'apprends à lire chez l'autre le consentement, le non-consentement, et comment je le respecte. Et ça, ces compétences psychosociales, elles doivent se développer tout au long de la croissance des enfants, jusque dans les premières classes de sixième et de collège. Et dans les premières classes de collège, là encore, on est sur des choses très généralistes, sur par exemple, comment est-ce qu'on fait pour ne pas céder à la pression d'un groupe. Si on a un groupe de collégiens qui veut aller harceler une fille, comment un des garçons du groupe va réussir à trouver la force de dire bah non, moi je suis pas d'accord, parce que c'est extrêmement compliqué de faire face à la pression. Donc il faut vraiment comprendre l'éducation à la sexualité et à la vie affective comme un apprentissage du vivre ensemble. Et plus l'adolescent va prendre en maturité, plus il va être question spécifiquement de la sexualité, de l'intimité, et puis des risques qui sont liés à cette vie sexuelle. Donc évidemment les IST, mais également les violences et la prostitution. Donc, il ne faut pas que les parents aient peur et se disent qu'on va apprendre à leurs enfants à se masturber ou qu'on va pervertir leur sexualité. Ça, non, mais voilà. Ouais, c'est très important de le dire, en tout cas. Ouais. Alors, on parle de ce qui se passe à l'école et puis on parlait tout à l'heure de ce qui se passe sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur les nouvelles technologies qui rendent peut-être plus facile ce rapport direct, plus désinhibé aussi, j'imagine, la possibilité tout simplement de faire des mauvaises rencontres. Et donc ma question, ce serait peut-être comment est-ce que quand vous allez dans une école, quand vous faites de la prévention, comment est-ce que vous abordez les risques liés au numérique sans apparaître comme quelqu'un qui veut censurer ou qui ne comprend pas cette génération qui baigne dans la technologie. Je pense qu'il y a effectivement un grand travail de clarification à faire nous en tant qu'adultes sur à quel moment est-ce que un adolescent prend effectivement un risque sur le plan numérique qui est lié à sa sexualité et à quel moment est-ce qu'on est dans le jugement. Et la limite n'est pas très claire. Par exemple, si des adolescents s'échangent des sextos, à quel moment est-ce qu'on va considérer que là peut-être ça va un peu trop vite, là c'est peut-être un peu trop de risques, ou à quel moment est-ce qu'en fait on se rend compte qu'on est complètement coincé et arriéré et que ça leur fait plaisir et qu'ils courent au charisme. Donc je pense qu'il y a un énorme travail à faire entre nous déjà adultes sur nos représentations et nos jugements de valeur. Et d'ailleurs, on travaille très étroitement sur les questions du numérique avec une association qui s'appelle Open et qui fait justement ce travail de sensibiliser d'abord les professionnels et les parents avant d'aller faire la leçon aux jeunes, parce que finalement, les jeunes sont aussi à l'image de la manière dont on les élève. Et il faudrait aussi qu'on balaye devant notre porte et qu'on montre les exemples aussi qu'on leur donne au quotidien. Je pense que ce qui est important de faire comprendre aux adolescents et aux jeunes par rapport au numérique, c'est au moins deux choses. La première, c'est que c'est pas parce qu'on est dans sa chambre qu'on risque rien, parce que finalement, Internet, c'est une place publique. C'est une place publique où on peut rencontrer le pire comme le meilleur. Et la problématique, c'est que le fait d'être derrière un écran, on peut avoir l'impression que finalement, on est protégé, puisque physiquement, on est le seul dans la pièce. Mais on s'aperçoit en fait c'est dépend que non, il peut se passer énormément de choses sur Internet, parce qu'Internet c'est véritablement une place publique et c'est parfois trop tard quand on s'aperçoit que c'est le cas pour rattraper la chose. Et je pense que les parents aussi doivent avoir conscience de ça, c'est-à-dire que qu'est-ce que fait mon fils ou ma fille? Elle est dans sa chambre, elle est sur Internet, et il n'y a jamais de discussion sur
Du coup, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi les sites sur lesquels tu vas? Qu'est-ce que tu trouves comme plaisir, comme utilité? Et c'est important. C'est comme si un parent laissait son ado dans la rue sortir jusqu'à 23 heures, il lui posait absolument aucune question sur bah, t'étais avec qui, tu faisais quoi? C'est la même chose en fait. Alors les Et puis, parents, ouais. et puis non, Je du vais coup, finir, pardon, je vais finir. la deuxième chose, je pense qu'il faut aussi expliquer, c'est que sur cet même état d'esprit que en fait, Internet c'est une place publique, c'est que c'est toujours dangereux de faire passer l'intime dans le public. Et que la sexualité, c'est quelque chose qui est de la sphère intime et que il y a aucune honte à avoir de parler de sexualité, etc. Mais dès lors que sa propre sexualité devient un objet public en passant par Internet, ça peut faire l'objet de harcèlement, ça peut faire l'objet de reprises sur des sites, etc. Et là, véritablement, il y a des risques. Donc, et je pense que c'est pas du tout un jugement de morale, nous, en tant qu'adultes, de leur faire comprendre ça, parce que je pense, en toute honnêteté, que c'est factuel et qu'ils ne devraient pas se sentir jugés dans leur pratique, dans les valeurs de leur propre génération. Les valeurs se réinventent à chaque génération, mais simplement leur dire attention, c'est pas parce que c'est ton téléphone et que c'est dans ta poche que en fait que tu es protégé et que les autres ne peuvent pas avoir de l'influence sur toi. Alors, je vais rentrer au cœur peut-être de notre sujet à travers un cas pratique. Je suis parent, je découvre que mon enfant se prostitue, fait de l'escorting, comme les jeunes peuvent dire. Qu'est-ce que je fais et comment faire pour ne pas être peut-être dans la première attitude qui pourrait venir instinctive, qui est de la colère et du rejet, peut-être. Oui. Effectivement, il y a beaucoup de parents qui peuvent d'abord avoir un sentiment de honte, bon, et d'énormes surprises aussi, hein, parce qu'aucun parent ne peut imaginer que son propre enfant puisse être un jour concerné par la prostitution. Et puis, donc, des parents peuvent être tentés d'être dans une sorte d'interrogatoire un petit peu policier vis-à-vis de leur enfant, c'est-à-dire, est-ce que t'es dans la situation de prostitution, qu'est-ce que tu fais, t'es avec qui, etc. Déjà, la première chose, c'est que c'est très périlleux en termes relationnels d'utiliser le terme prostitution avec des adolescents qui sont dans la prostitution parce que c'est un costume tellement lourd à porter que c'est la dernière chose qu'ils veulent entendre. Et il y a pu avoir des réactions extrêmement négatives de fugue, voire de tentatives de suicide, après que des adultes aient voulu parler de prostitution stricto-sensu avec des adolescents. Donc déjà, il faut faire extrêmement attention aux mots qu'on va employer. Si l'enfant il veut employer d'autres mots, il faut d'abord utiliser ces mots à lui pour créer une base de dialogue et l'amener vers une prise de conscience. Et puis, il faut jamais que l'enfant sente qu'il y ait le moindre jugement de valeur. Il faut qu'il sente évidemment que l'adulte s'inquiète, qu'il a envie de l'aider, mais il ne faut pas qu'il sente qu'il est dévalorisé, qu'il est rejeté, parce que justement, ce sont des adolescents en quête d'estime, d'amour, qui ont très peu d'estime pour eux, et s'ils ont moins de signes de rejet, ils vont couper la relation. Donc c'est une phase extrêmement délicate de ce dialogue et c'est jamais facile, même pour des professionnels qui ont vu beaucoup de situations d'ados en situation de prostitution. Est-ce que juste le risque, ce serait de tomber à ce stade, soit dans la dramatisation extrême, soit dans la banalisation? Est-ce que ce serait ça en fait le risque à éviter? Oui, c'est un équilibre difficile à trouver en fait. C'est ne pas dire que c'est pas grave parce que c'est grave et en même temps faire attention à ne pas aller trop vite à la confrontation parce que ça peut être l'unique et dernière chance d'avoir réussi à créer du dialogue avec l'adolescent. Et il y a des parents qui disent ma fille est retenue de fugue après 3 mois de disparition. J'aimerais bien parler de ça avec elle, mais j'ai peur que si j'en parle, elle reparte demain, donc je sais pas trop quoi lui dire. Donc c'est vraiment extrêmement compliqué. Hein. On le traite en famille ou est-ce qu'on fait appel à des professionnels, si je peux parler de manière assez prosaïque? Nous, pendant plusieurs années, on a reçu des appels de mères qui étaient très isolées parce qu'elles ne pouvaient pas en parler avec leurs enfants qui ne voulaient pas en entendre parler, elles ne pouvaient pas forcément parler avec leur mari, pas forcément parler avec les grands-parents, avec les frères et sœurs. Donc ce sont en général des personnes qui sont très isolées et les premiers interlocuteurs qu'elles ont, c'est la police, c'est l'aide sociale à l'enfance, l'assistante sociale et qui jusqu'à récemment n'étaient pas du tout sensibilisés à la prostitution des mineurs et disaient des choses comme mais vous faites des histoires madame, la prostitution d'enfants en France mais n'importe quoi, elle fait juste sa crise d'adolescence, faut arrêter de regarder les experts, enfin voilà des choses comme ça. Donc ça rajoutait une couche sur leur isolement
Et ça rajoutait une couche aussi sur leur degré de culpabilité, parce que c'est bon, vous avez mal élevé votre fille, qu'est-ce que vous voulez? Donc c'est pour ça qu'on a reçu pas mal d'appels de mères, parce qu'elles ne savaient pas à qui s'adresser, et elles appelaient la CPE un peu en dernier recours. Et on s'est aperçu finalement qu'au-delà des informations qu'on pouvait leur apporter, le plus grand bien qu'on leur faisait au départ, c'était d'offrir un espace d'écoute, sans jugement, avec une connaissance du sujet, où on leur disait, mais vous savez, madame, on a d'autres parents dans votre situation, vous n'êtes pas la seule. Ah bon, je suis pas la seule, je pensais qu'il n'y avait que ma fille là-dedans. Non, non, vous n'êtes pas la seule. Et puis finalement, c'est bête à dire, mais il y a peu de professionnels, parce que la plupart sont débordés, qui ont la possibilité de prendre une demi-heure au téléphone à l'improviste pour écouter un parent qui a simplement besoin de raconter ce qui se passe et de témoigner, d'exprimer leurs émotions. Et à la CPE, on a encore cette possibilité d'avoir cette oreille attentive dès qu'ils en ont besoin. Donc je pense aussi que c'est une des choses qui viennent chercher chez nous. Donc, on en parle, et derrière, comment est-ce que d'une certaine manière, on le traite? Est-ce qu'il y a on pourrait dire, une voie juridique parfois? Est-ce qu'il y a une voie plus d'accompagnement, qu'on pourrait qualifier peut-être un petit peu maladroitement de psychologique? Quelles sont les différentes issues une fois que le dialogue a été entamé et que la constatation est faite? Sur le plan juridique, il faut nécessairement aller déposer une plainte ou signaler au procureur qu'il y a un enfant en situation de prostitution. D'ailleurs, c'est prévu par la législation. Un enfant qui est en situation de prostitution doit être sous la protection du juge des enfants. Et puis, quand il y a un enfant en situation de prostitution, ça veut dire qu'il y a des clients et ça veut dire la plupart du temps qu'il y a au moins un proxénète. Donc, c'est important que les clients et les proxénètes soient poursuivis et sanctionnés. C'est pas si facile, ni de déposer plainte, ni de faire en sorte que les enquêtes aillent vite et aboutissent à des peines. Entre le moment où un parent réussit à déposer une plainte et le moment où il y a un procès, il peut s'écouler 3 à 4 ans. Parce que les enquêtes peuvent mettre beaucoup de temps, parce que la justice est engorgée. Donc la voie judiciaire, elle est importante, parce qu'il faut aussi réprimer ces personnes qui exploitent des enfants, mais elle est loin d'être suffisante, et elle est surtout pas suffisante à court terme, parce que la police peut éventuellement aller chercher l'enfant dans l'hôtel où il est, dans l'appartement où il est. Ça peut régler les choses pendant 24 heures et l'enfant bien souvent repart. Donc bon, c'est pas une solution vraiment de court terme. Mais en fait, des solutions de court terme, il n'y en a pas, parce que sur le plan éducatif et psychologique, ça demande là encore énormément de temps. Du temps pour créer du lien, de la relation et une confiance entre le professionnel et l'enfant. Et pour faire cette confiance, il faut absolument que le fil qui les relie soit indéfectible. Or, il y a énormément de rotation d'équipe. Les enfants sont parfois changés, même très souvent changés de foyer, parce que comme ils sont pas là pendant 3 mois, on peut pas laisser un lit vide pendant 3 mois, donc on fait une main levée. En fait, c'est compliqué aujourd'hui dans l'aide sociale à l'enfance de faire une vraie relation dans la durée avec un adolescent. Or, c'est ce dont ils ont le plus besoin, parce que c'est sur cette relation que lorsque l'enfant va avoir un déclic en disant là j'ai besoin d'aide, là je suis en danger, j'aimerais que quelqu'un vienne me chercher, il faut qu'il ait absolument quelqu'un en tête à propos duquel il se dise je sais que je peux l'appeler, je sais qu'elle va venir me chercher, qu'elle va me donner de l'aide. Et ça se construit sur le long terme. Ce déclic, vous qui êtes un professionnel de ce sujet et qui avez passé certainement beaucoup de temps à écouter, ce déclic, il vient comment? Il vient d'où? Il vient à quel moment chez les jeunes? On a vu différents cas de figure. Par exemple, ça peut être à un moment où le jeune subit une violence particulièrement grave, ou alors la violence de trop. Et là, il sent vraiment à quel point il est en danger, à quel point il est exploité, et qu'il peut plus se mentir à lui-même. À ce moment-là, il peut réapparaître, par exemple, aux urgences ou à la police. Aux urgences aussi, il peut réapparaître quand il y a une maladie, une infection qui s'aggrave, ou au départ, non, c'est pas grave et tout, et à un moment où là, c'est plus possible, il faut absolument être soigné. Et c'est des moments importants parce que c'est des moments où elles se sentent vulnérables, et par conséquent, c'est des moments où elles sont prêtes à témoigner, elles sont prêtes à accepter de l'aide. Mais parfois, ça dure 48 heures, une semaine, et une fois que ça va mieux, elles repartent. Donc c'est vraiment des moments cruciaux pour que le professionnel, justement, qui a travaillé le lien de confiance auparavant, puisse agir au bon moment. Et puis, il y a aussi des périodes
où elles peuvent décrocher de la prostitution quand elles sont par exemple enceintes, où elles vont, au lieu de décider de faire une interruption volontaire de grossesse, elles peuvent vouloir garder le bébé. Et on a vu des situations dans lesquelles, pendant la grossesse, il y a une suspension des pratiques prostitutionnelles, la personne va mieux, probablement parce qu'elle trouve peut-être un sens à son existence en disant bah, je vais être mère, je vais élever un enfant, et ça donne un but. Mais malheureusement, cette suspension de la prostitution peut s'arrêter après la naissance de l'enfant, où là, il peut y avoir une rechute. On a vu aussi des situations dans lesquelles une jeune fille va arrêter la prostitution à partir du moment où elle va tomber amoureuse de quelqu'un qui ne va pas profiter de cette relation amoureuse pour l'exploiter à son tour. Donc ça peut être des moments de crise particulièrement graves, ça peut être des portes de sortie où elles vont trouver un autre sens à leur vie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le déclic, il se provoque pas et il faut toujours attendre qu'il se déclenche tout seul. On parle beaucoup des filles qui sont certainement majoritairement victimes et vous avez abordé au début du live la problématique des garçons qui se prostituent, notamment des jeunes homosexuels qui peut-être découvrent leur sexualité, expérimentent, se confrontent à un milieu social qui n'est pas le leur. Quel, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire plus spécifiquement de cette problématique qui est peut-être encore plus mise sous silence que les autres? Oui. Malheureusement, on a très peu d'informations parce que, comme vous le dites, c'est encore plus tabou parce que au tabou de la prostitution s'ajoute le tabou de l'homosexualité. Donc, on va avoir des adolescents qui vont être d'autant moins enclins à en parler, des professionnels qui vont être encore moins sensibilisés pour repérer et pour en parler. Donc, aujourd'hui, la connaissance scientifique sur les garçons, elle est faible, encore plus faible que pour les jeunes filles. Il se trouve qu'effectivement, comme vous l'avez expliqué, on l'observe plutôt pour les garçons homosexuels qui sont en situation de rejet et qui peuvent être dans une exploration de leur sexualité, avec parfois comment dire, des adolescents par exemple de villes de province qui vont aller en région parisienne et qui vont découvrir un monde qu'ils n'ont pas forcément découvert dans leur milieu d'origine, faire des rencontres, etc. Et la prostitution des garçons, on l'observe aussi sur l'espace public, sur la voie publique, par rapport aux mineurs étrangers non accompagnés. Par exemple, des jeunes Roms qu'on peut voir à la Porte Dauphine, qu'on peut voir aux abords des gares du Nord, par exemple. Après, voilà, on n'a pas beaucoup d'informations pour le reste. En ce moment, il y a des consultations gouvernementales, il me semble, sur ce sujet. Quelles sont vos préconisations et qu'est-ce que vous essayez peut-être de faire passer dans la loi pour mieux protéger et mieux prévenir? Effectivement, le secrétaire d'État à la protection de l'enfance, Adrien Taquet, a lancé un groupe de travail qui devait avoir sa première réunion aujourd'hui, mais qui a été évidemment annulée pour cause de Covid. Ça va être un groupe qui devrait se dérouler sur 6 mois où on va aborder différentes thématiques, donc justement la question de la prévention, la question de la formation des professionnels, de la répression des personnes qui exploitent les enfants, la question du numérique. Donc ce qui est satisfaisant, c'est que sur le papier, on va aborder vraiment l'ensemble des enjeux liés à cette question. Nous, on va attirer l'attention particulièrement sur notamment la très grande méconnaissance de la législation, parce qu'on ne peut plus aujourd'hui se satisfaire du fait que la plupart des policiers et des magistrats ne maîtrisent pas la moitié en fait des connaissances suffisantes liées à la prostitution des enfants, à la traite des êtres humains, et c'est une réalité, je caricature à peine. On va attirer aussi l'attention sur le besoin de financement, parce que on est face à des professionnels qui ne peuvent pas correctement faire leur travail parce qu'ils sont surchargés, ils sont en sous-effectif, et que même sans trouver de solution miracle, si on pouvait faire en sorte que les éducateurs, les policiers, les enseignants, les psychologues pouvaient avoir le temps nécessaire pour bien faire leur travail, déjà je pense qu'on ferait un grand pas non seulement sur la prostitution, mais sur plein d'autres sujets de protection de l'enfance. Voilà. Et j'imagine qu'on peut retrouver toutes vos recommandations ou en tout cas toutes les problématiques liées au sujet sur votre site internet, donc ACPE, Agir contre la prostitution des mineurs. Ça fait plus de 40 minutes que l'on parle. Je pense qu'on pourrait en parler très longtemps parce que c'est un sujet qui est passionnant, ô combien difficile et qu'il est urgent que la société
le regard en face, on pourrait dire. Au nom de toute l'association Caméléon, je vous remercie en tout cas infiniment, Arthur Melon, d'avoir accepté notre invitation et d'être venu pour nous parler de ce sujet. Et puis peut-être le mot de la fin, si vous avez une dernière chose à nous dire. Oui, bah déjà, c'est moi qui vous remercie beaucoup pour votre invitation. Et puis, le mot de la fin, je pense que c'est tout simplement que plus on en parlera et plus ce sera un sujet qui sera sur le devant de la table sur le plan politique et sur le plan sociétal, et même sans trouver encore une fois de solution miracle. Le simple fait qu'on soit mieux sensibilisé à cette question, ça permettra forcément de mieux y faire face. Donc, surtout, il n'y a pas de tabou, parlons-en. Et notre live de ce soir y aura certainement contribué. Merci à tous d'avoir Merci. regardé ce live. Merci également à tous ceux qui nous regarderont jusqu'au bout en replay. Et puis à très bientôt, Arthur Melon, pour échanger sur nos problématiques communes. Avec Au revoir, plaisir. bonne Au soirée. revoir.